Monsieur le Madame la Président. Présidente, Messieurs les ministres, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le budget qui nous est présenté aujourd'hui ne résoudra rien. Il n'atteindra pas les objectifs de réduction de déficit que s'est donné le gouvernement. Il répondra encore moins aux besoins des Français. Le gouvernement s'est en effet donné pour feuille de route de ramener le déficit à 4,4% en 2024 pour le conduire à 2,7% en 2027, le tout sans augmenter les impôts. Ce qui revient à espérer une croissance soutenue, croisée à une baisse des dépenses publiques historiques. Sauf que la croissance espérée ne sera pas au rendez-vous. Vous avez ramené vos estimations de 1,8 à 1,4%, mais toutes les institutions économiques et économistes l'estiment à bien moins que cela. Le FCE annonce par exemple aujourd'hui le chiffre de 0,8%. Quant à réaliser les économies annoncées, vous constatez vous-même que c'est plus facile à dire qu'à faire. On a beau être partisan d'une politique néolibérale, il n'est pas si facile de sabrer dans les budgets sociaux quand le pouvoir d'achat est en berne et menace la consommation populaire, que la pauvreté s'accroît encore, que la crise du logement se transforme en bombe sociale. Alors certes, et c'est déjà trop pour un État social affaibli par des années d'austérité, le budget proposé ne suivra pas la hausse de l'inflation. La fin du bouclier énergétique aggravera encore la situation de beaucoup alors que l'inflation persiste encore dans l'énergie. Que les économies, grâce à vos réformes qui s'en sont prises aux chômeurs et aux retraités, accentueront les inégalités, ce qui d'ailleurs se révélera plus compliqué que prévu quand tous les partenaires sociaux refusent un rap sur les comptes Agic-Arco. Mais vous avez reporté à 2025 le plus gros des baisses des dépenses publiques structurelles cette fois, sans d'ailleurs oser dire lesquelles seront laminées, ce qu'a relevé le Haut Conseil des finances publiques. D'ailleurs, vous cherchez encore, paraît-il, 1 milliard d'économies. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est en réalité votre politique macroéconomique qui est dans l'impasse. Non seulement a fait grimper les inégalités à un niveau historique, mais elle est incapable d'atteindre ses propres objectifs, sans doute parce qu'au fond, elle est incapable d'affronter les crises que nous connaissons et qui permettent d'avancer, sans trop avoir malheureusement peur de se tromper, que les quoi qu'il en coûte sont devant et non derrière nous. Non seulement elle est incapable de les affronter, mais la situation dans laquelle elle place la société, l'État, nos services publics, nos mécanismes de solidarité amplifient l'effet de ces crises plutôt qu'elles ne les corrigent. Voilà pourquoi, au lieu de s'échiner à recoller les morceaux d'un sol qui se dérobe sous vos pieds, en appliquant toujours les mêmes recettes, raison pour laquelle, pas plus que les autres, la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 ne correspondra à la réalité budgétaire et économique du pays dans l'avenir. Voilà pourquoi il est temps de changer. Plus que jamais, il faut partir des besoins et à partir de là chercher les recettes qui permettent d'y répondre en enclenchant une politique de la demande écologique et du partage des richesses. Au cœur du budget devrait être la bifurcation écologique. Pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone, les économistes Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz estiment nécessaire un investissement public à hauteur de 34 milliards d'euros. Vous en annoncez seulement 7 en expliquant qu'ils feront des petits dans les collectivités territoriales ou les organismes de financement public. Autant vous dire que je ne crois pas à une telle multiplication des pains quand la mise de départ de l'État est si faible et que dans le même temps, on invite les dites collectivités à baisser leurs dépenses publiques. Je note également que dans les pistes de financement de son plan, l'économiste Pisani-Ferry propose de recourir à une taxe sur les plus riches et à laisser filer un peu plus la dette. On y reviendra demain, sans doute, dans le débat sur la dette. Mais l'urgence écologique ne peut faire oublier d'autres urgences. La première, c'est le pouvoir d'achat. Il recule pour une grande partie de la population, à commencer par les plus défavorisés. Les salaires n'ont effectivement pas suivi l'inflation. Selon une récente étude de Rexecode, la perte de pouvoir d'achat des salariés du secteur privé est estimée à 2,5% entre 2019 et 2023, et encore, cela cache des disparités. Pour le secteur public, la situation est encore plus grave. Après un gel du point d'indice de plus de 5 ans, 2 revalorisations sont intervenues, mais à des niveaux bien inférieurs à l'augmentation des prix. Plus forte sur l'énergie et les produits alimentaires, l'inflation a pesé durement sur les dépenses de première nécessité. Elle a exposé les ménages les plus démunis à cet arbitrage impossible entre se loger ou se nourrir. Selon l'INSEE, 47% des ménages déclarent ainsi avoir changé leurs habitudes de consommation alimentaire. Et lors de l'audition des associations de solidarité en commission des finances, toutes ont évoqué une aggravation préoccupante de la situation. Il est donc urgent d'agir davantage en faveur du pouvoir d'achat.
La seconde urgence, non pas en termes hiérarchiques, c'est la crise du logement. C'est une bombe sociale en train d'exploser. Alors que seuls les plus précaires ne trouvaient pas à se loger décemment, ce constat s'étend désormais aux classes moyennes. Les raisons sont multiples. D'une part, l'offre est insuffisante et la construction de logements ralentit, en particulier celle des logements sociaux. D'autre part, les prix sont devenus trop élevés en raison de longues années de spéculation et de politiques publiques inadaptées. L'État se désengage effectivement de la question puisque depuis 2016, les dépenses publiques pour le logement ont diminué de 10,8 %. En contrepartie, les dépenses consacrées au logement grèvent toujours plus les budgets. Et avec le maintien des prix élevés et la hausse des taux, ce sont désormais les primo-accédants issus des classes moyennes qui rencontrent les difficultés à accéder à la propriété et qui, du coup, aggravent la crise. La boucle est ainsi bouclée. Je sais que vous connaissez cette réalité. Vous l'avez dit lors de Dialogue de Bercy. C'est au moins des constats que nous pourrions partager. Sauf que vous remettez globalement cette question à une future loi logement. Il n'est pas possible d'attendre. Il faut des mesures immédiates dont l'objectif sera de faire baisser les prix et permettre à tous d'accéder à un logement digne. Troisièmement, nos services publics sont dans une situation préoccupante à force de diminution des moyens qui leur sont accordés. Les hôpitaux souffrent toujours et les services d'urgence sont en détresse. La dernière rentrée scolaire a été une des pires de ces dernières années en étant marquée par des suppressions de postes d'enseignants et des fermetures de classes. Cette dégradation des services publics est aussi la source d'un renforcement des inégalités sociales, si dures à vivre, dans les quartiers populaires et urbanisés, mais aussi dans les zones rurales et périurbaines, autant de territoires qui ont pour point commun l'impression justifiée souvent que notre République les abandonne ainsi progressivement. Le paradoxe de ce budget, c'est que vous avez été obligés de reconnaître en parole, messieurs les ministres, un certain nombre de ces évidences, mais sans la plupart du temps en tenir compte dans vos propositions ou dans le soutien à des amendements qui ont été proposés, y compris venant de votre majorité. Oui, je trouve positif, car c'est au fond reconnaître que nous avions raison, Bruno Le Maire, de proposer une taxe sur les profits des concessionnaires autoroutiers, car je préfère cela à une période où vous expliquiez qu'il n'y avait pas de super profits, mais des profits tout court. Oui, je trouve cela positif, que devant l'imposition globale ridicule des milliardaires en France révélée par l'étude IPP Bercy, qui, cumulés revenus professionnels et revenus personnels, ne dépasse pas 25 % de taux d'imposition. Vous me donnez raison en légitimant un impôt minimal. Mais en le revoyant à un accord européen, c'est-à-dire à la Saint-Glinglin, vu les règles d'unanimité, alors que c'est maintenant que nous avons besoin de recettes supplémentaires et que pour faire changer l'Europe, rien ne vaut après tout que des pays forts comme la France, forts de leur puissance économique, ouvrent la voie. C'est pourquoi je suis heureux de ce qui s'est passé en commission. Je suis d'abord heureux que nous soyons parvenus à examiner les 2400 amendements, et ce, dans un esprit d'écoute et d'échange d'arguments qui fait honneur à notre commission. Et j'en remercie à ce propos l'ensemble des commissaires, des administrateurs et des collaborateurs. Oui, je suis heureux, pas seulement parce que le budget n'a pas été adopté, mais aussi parce que finalement c'est dessiné comme je le pensais. La possibilité d'une majorité en faveur d'une plus grande justice fiscale, mais aussi qui a entendu vos appels, Bruno Le Maire, en vous proposant plus de recettes. Sur 105 amendements différents qui ont été adoptés, 38 l'ont été contre l'avis du rapporteur, dont 15 qui constituent des recettes supplémentaires pour l'État à hauteur de plus de 15 milliards, 15 fois ce que vous demandez, Bruno Le Maire. Je ne vais pas citer tous ces amendements, mais beaucoup viennent de votre majorité. L'amendement qui rétablit le système d'exit tax antérieur à 2019, l'amendement qui rend l'impôt sur le revenu plus progressif et plus rentable en prévoyant de ne pas indexer sur l'inflation les deux tranches les plus hautes au bénéfice des suivantes proposées par Jean-Paul Mattei, l'amendement qui prévoit une taxe exceptionnelle sur les superdividendes des grandes entreprises proposé l'an dernier par Jean-Paul Mattei et d'ailleurs majoritaire que j'ai repris, l'amendement qui prévoit une taxe de 1 % sur les programmes de rachat d'actions proposé par Jean-Paul Mattei, l'amendement qui rehausse le tarif maximal de la taxe de séjour appliquée aux palaces et aux meublés de tourisme de luxe, l'amendement qui augmente le taux de taxe sur les transactions financières à hauteur de 10 milliards. Il y a aussi, et oui c'est pas mal, il y a aussi des amendements qui répondent aux besoins des Français en proposant des moyens. Par exemple, un amendement de repli du groupe Horizon qui réduit l'avantage fiscal dont bénéficient les logements, même si je regrette qu'on n'ait pas été plus loin avec l'amendement transpartisan, mais qui va revenir, qui permet là encore de réduire encore de manière un peu plus l'avantage des Airbnb pour permettre aux résidents des zones tendues de pouvoir continuer à s'y loger.
L'amendement qui maintient les recettes affectées aux chambres de commerce, d'industrie, aux chambres de métiers et d'artisanat. L'amendement qui augmente les recettes de taxes sur les transactions financières en faveur des fonds de solidarité ou sur les paris sportifs en faveur de l'Agence nationale du sport et d'autres amendements en faveur des EHPAD, notamment proposés par Christine Pires-Brou. Je conclus. Je ne doute pas que ces amendements, s'il nous est possible d'en débattre, seront majoritaires en séance. Moi, ce que je vous propose, messieurs les ministres, c'est d'accepter la voix majoritaire qui monte de l'Assemblée, de reconnaître la nécessité d'une démocratie parlementaire. Vous allez adopter le 49.3, mais il y a deux manières de l'adopter. Merci, soit vous l'adoptez Président. en annulant tous ces amendements, soit vous l'adoptez en acceptant que des compromis qui viennent de la majorité de l'Assemblée, c'est un choix que vous aurez à faire.